C'est un immense plaisir que de vous présenter le professeur Troy Day. C'est un honneur que de l'avoir avec nous pour ce séminaire, car je dois dire qu'il n'y a pas beaucoup de spécialistes au monde qui fassent ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il travaille sur l'épigénétique d'un point de vue de l'évolution. Le professeur Day est d'abord un biologiste, ensuite il a passé une thèse de mathématiques. Il est actuellement professeur de biologie mathématique à l'université de Queens. Il travaille également avec le département de statistique, de mathématiques et de biologie. Donc, il est vraiment à l'interface. Au cours des années, il s'est spécialisé sur l'épidémiologie et l'évolution et les maladies infectieuses. Il a beaucoup travaillé sur la résistance médicamenteuse et il va donner un deuxième séminaire mercredi à l'école normale. Donc, pour ceux d'entre vous qui êtes intéressés par ses travaux sur la résistance aux médicaments et autres maladies infectieuses, bien entendu, vous êtes conviés à assister à sa présentation à l'école normale mercredi. Aujourd'hui, il va nous parler d'un sujet qui l'intéresse depuis quelques années, et c'est l'héritabilité non génétique. J'espère qu'il pourra clarifier certains points et des questions que l'on me pose souvent quant au rôle de l'épigénétique par rapport à l'évolution. Merci infiniment. Merci de m'avoir invité. J'espère pouvoir apporter quelques éclairages. J'essaierai en tout cas. En fait, le cours d'Edith était tout à fait fascinante parce qu'elle nous a montré beaucoup d'aspects de l'héritabilité épigénétique. Et moi, je suis de plus en plus intéressée par le rôle de l'héritabilité non génétique peut jouer sur différents traits. Donc, je vais me concentrer sur l'héritabilité non génétique. Et par cela, je parle de tout ce qui est autre que les variations de la séquence ADN. Il y a des variations au niveau des allèles dans la population qui sont héritées, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui sont héritées. Les schémas de méthylation, et la culture est une autre possibilité. Et je voudrais essayer d'utiliser la théorie mathématique pour développer un moyen permettant de comprendre les conséquences de l'évolution sur l'héritabilité non génétique. L'intérêt de développer une théorie mathématique est d'essayer de voir quels sont les processus généraux qui sous-tendent ces différentes héritabilités non génétiques. La méthylation est l'une d'entre elles, mais nous pouvons comprendre qu'il y a beaucoup d'autres effets non génétiques que nous allons essayer d'englober dans un langage mathématique. Donc, nous ne savons pas exactement ce qui est important dans l'évolution. Donc, nous allons poser des questions empiriques. Et ce que je vais essayer de voir, c'est d'explorer les effets potentiels de l'héritabilité non génétique dans l'évolution. Et je vais donc aujourd'hui vous parler d'une expérience de réflexion motivée par les informations dont nous disposons. Et ce que je voudrais, c'est vous illustrer une approche théorique qui explique cette héritabilité non génétique et voir pourquoi cela a un impact sur l'évolution. Quels sont les résultats au niveau de l'évolution auxquels nous pouvons nous attendre. Ce que je vais donc faire, c'est que je vais d'abord vous donner un peu de contexte. Nous allons commencer par la théorie de la synthèse moderne, voir comment fonctionne l'évolution par la sélection. J'ai travaillé avec Russell Bonderiansky là-dessus et vous allez voir comment nous avons étendu cette idée de la synthèse moderne pour inclure les formes non génétiques de l'héritabilité. Et ensuite, je vous donnerai 4 exemples hypothétiques, l'un impliquant l'adaptation et les épiallèles. Ensuite, nous parlerons de ce que l'on appelle le paradoxe du Lek. Ensuite, nous parlerons de quelque chose de très intéressant, une coévolution entre les gènes et la culture, c'est ce qu'on appelle le peak shift. Et ensuite, nous verrons comment les épiallèles sont déterminés génétiquement. Commençons donc par cette idée de la synthèse moderne. C'est un mot qui a été utilisé pour la première fois par Huxley dans les années
par Huxley dans les années 40. Et cette synthèse moderne aujourd'hui, c'est une combinaison de toutes sortes d'idées qui impliquent notre manière de penser aux espèces et à l'héritabilité. Et tout ceci s'est développé sur une durée de 10 ans. Mais moi, ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est le contenu de cette synthèse moderne. C'est cette idée ici. C'était une réconciliation des idées de la sélection naturelle et de l'héritabilité mendélienne. C'était quelque chose un petit peu étrange à réconcilier, mais aujourd'hui nous savons que ces deux idées vont main dans la main. Mais à l'époque, ce n'était absolument pas le cas. Donc, cette synthèse moderne a permis de montrer que l'héritabilité mendélienne n'était pas incompatible avec l'évolution par la sélection naturelle. Aujourd'hui, nous savons quelle est la base matérielle de l'héritabilité. On sait que c'est le matériel génétique au sens général. Et donc, aujourd'hui, nous avons une réflexion mécanistique qui nous permet de comprendre comment fonctionne l'évolution. On a l'ADN qui est hérité, qui sous-tend l'héritabilité qui est mendélienne, et la sélection naturelle agit par rapport à cela. Et à titre d'illustration, pour vous montrer comment on réfléchit généralement à l'évolution par le biais de la sélection naturelle, permettez-moi de vous présenter ce schéma. Vous avez une population de ces petits cercles qui sont des personnes et vous avez des chromosomes de couleurs différentes qui représentent des variations génétiques dans la population. Vous avez des individus qui survivent mieux que d'autres et donc il y a la sélection naturelle qui intervient et donc il y a une différence au niveau de la fréquence de ces phénotypes une fois intervenue la sélection naturelle. Puis vous avez une reproduction qui obéit aux lois mendéliennes. Donc grosso modo, il n'y a pas de changement dans la fréquence des phénotypes jaunes et noirs une fois qu'il y a reproduction. C'est ce qu'on appelle l'héritabilité mendélienne. Et voici une idée qui est au cœur de ce qui nous permet d'expliquer l'évolution aujourd'hui. Un exemple est cette étude publiée par l'Institut Venter il y a 2 ans. Ils voulaient générer le premier organisme vivant synthétique. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une bactérie et ils ont étudié la séquence ADN de cette bactérie. Puis ils ont pris la bactérie sans ADN et ils ont reconstruit une molécule d'ANN de la connaissance qu'ils en avaient, qu'ils ont ensuite insérée dans la bactérie. Et ils ont obtenu un organisme vivant. Donc ce qu'ils disaient, c'est que l'information de l'ADN à elle seule est suffisante pour nous dire tout ce dont on a besoin et pour construire un organisme vivant. Tout ce qui est important est codé au niveau de l'ADN. Mon intérêt dans tout cela et dans l'héritabilité non génétique dérive de mon interaction avec mon collègue Russell Bonriansky. Et voici tous les schémas d'héritabilité qui sont médiés par autre chose que les gènes. Et j'ai constaté qu'il y avait de plus en plus d'exemples de différents types d'héritabilité qui semblent résulter d'autre chose que les gènes. Donc, ce sont autre chose que du matériel génétique. Ne vous inquiétez pas trop sur les détails qui sont donnés dans ce tableau, mais l'un des arguments donnés par les biologistes de l'évolution et qui nous disent qu'il n'est pas nécessaire de réfléchir à l'héritabilité non génétique comme étant une composante essentielle de l'évolution, c'est que ces différents mécanismes sont très différents. Vous avez toutes sortes de choses très différentes. Il n'y a pas de caractère universel à ces mécanismes non génétiques, du type de celui que l'on a quand on parle des gènes. Certains de ces mécanismes fonctionnent dans telle espèce et d'autres dans d'autres espèces. Donc, il était difficile d'avoir une théorie générale de cette composante non génétique. Et c'est ce que Russell et moi avons décidé de faire. Nous voulions capturer toutes ces variations de l'héritabilité non génétique dans un seul cadre, dans un cadre unique, si vous voulez. Donc, comment avons-nous procédé? Eh bien, nous avons repris tout ce qui n'est pas génétique, que nous appelons une composante non génétique de l'héritabilité. Donc, vous avez l'ADN, ici, le matériel génétique, et vous avez tout le reste.
Et c'est ce que je vais appeler, alors j'ai utilisé plusieurs termes parce que je n'ai pas de mots appropriés, mais c'est ce que je vais appeler aujourd'hui le complément. Donc c'est ce qui complète l'ADN pour donner un organisme et pour produire le phénotype de cet organisme. Ça peut être de l'ARN, ça peut être des schémas de méthylation qui sont liés à l'ADN lui-même, ça peut être des aspects de la culture, ça peut être tout ce qui n'est pas l'ADN et la séquence de l'ADN. Donc ce sont, pour moi, je vais voir toute héritabilité non génétique comme un complément. Et tous les organismes vivants héritent de leurs parents à la fois du matériel génétique et un complément. Ça va être la culture et plein d'autres choses. Donc notre revendication, c'est qu'une théorie de l'évolution qui soit complète doit tenir compte des deux. Puisque nous sommes les deux, il faut en tenir compte dans la théorie de l'évolution. Alors je ne dis pas que tout ceci soit très controversé, tout le monde est d'accord pour dire que de nos parents nous héritons de leur matériel génétique et d'autres choses. Mais est-ce que cela est important? Si tous les individus avaient le même complément non génétique, alors, d'un point de vue de l'évolution, il nous suffirait de comprendre ce qu'est le composant génétique, parce que ce serait la seule chose qui varierait d'un individu à un autre. Alors, poussé à l'extrême, l'argument très simple qui nous permet de dire que cela ne peut être le cas. Revenons à l'expérience de l'Institut Benter où ils ont pris l'ADN d'une bactérie qu'ils ont mis dans une bactérie qui est donc le complément, qui est ce qui n'est pas le matériel génétique, et ils ont produit une bactérie. Maintenant, exemple extrême, si je prends l'ADN d'une souris et que je le mets dans le complément bactérien, je devrais avoir une souris. Or, ce n'est pas ce qui se produit si vous faites une expérience telle que celle-ci. Donc, poussé à l'extrême, on voit bien que tous les individus n'ont pas le même complément. Et il y a des variations au niveau des compléments qui sont bien comprises, même au niveau intraspécifique. Donc, cet argument n'est pas vrai. Il y a des différences au niveau des compléments entre les individus. Donc, ceci n'est pas un argument pour ne pas comprendre le complément dans la théorie de l'évolution. Autre argument qui nous est souvent donné, c'est que nombre de ces aspects de matière non génétique sont finalement codés par les gènes. Les schémas de méthylation peuvent être codés par des gènes sur d'autres locus. Et vous avez ici un chromosome noir dans un composant noir, un chromosome bleu dans un complément bleu, etc., etc. Alors, ce n'est pas un argument déraisonnable, mais dans mon dernier exemple, je vais vous montrer une expérience qui montre qu'en général, ce n'est pas une bonne raison pour ne pas l'inclure. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dissociation parfaite entre les gènes portés par un individu et le complément codé par ces gènes. Et je vais vous montrer un exemple de cela tout à l'heure. Ce sera mon dernier exemple aujourd'hui. Donc, cet argument n'est pas non plus convaincant. Donc, comment modéliser l'évolution? Eh bien, nous allons faire comme ça. Nous avons des variations génétiques qui sont représentées par les chromosomes de différentes couleurs. Et nous avons des variations au niveau des compléments représentés par les différentes couleurs de mes ballons. Et il peut y avoir des tendances que le bleu soit associé au bleu plus souvent que bleu associé au jaune. Mais cette combinaison va vous donner ces individus qui vont survivre, qui vont se reproduire mieux que les autres, et puis vous aurez des schémas d'héritabilité. Et les gènes sont hérités de manière mendélienne, mais le complément lui-même n'est pas nécessairement hérité de manière mendélienne, parce que il n'y a pas de modèle mendélien de l'héritabilité. Donc ça peut être induit par l'environnement. Je vous en donnerai des exemples. Donc vous pouvez avoir des influences de l'environnement qui vont modifier ce complément et qui peuvent être transmis potentiellement d'une génération à une autre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la structure mathématique du modèle que Russell et moi avons développé pour intégrer tous ces composants non génétiques dans un modèle d'évolution. Pendant ma présentation, je vais vous parler de G et de H. G, c'est le composant génétique et H, c'est le composant non génétique. Et j'aimerais rester aussi général que possible. Donc G va pouvoir mesurer la présence ou l'absence d'une allèle particulière, ou cela peut être un caractère quantitatif, la taille par exemple, le poids. H, c'est le composant non
génétique. Ça va pouvoir dire présence ou absence de méthylation, ou alors des choses très quantitatives, comme par exemple des aspects culturels. Je vais essayer de voir quelle est la dynamique de ces traits dans une population. Donc, vous avez évidemment plein de modèles de ce type qui ont tous cet aspect-là. Le changement au niveau de l'évolution, quand il est déterminé uniquement génétiquement, est la variance génétique de cette personne multipliée par la direction de la sélection, la force de la sélection. Donc, vous avez un gradient de sélection et une variance de génétique. Et vous avez la possibilité d'une héritabilité non mendélienne, par exemple un biais de mutation. Donc vous avez ici ce biais dans l'équation. Si nous incorporons la composante non génétique, nous avons un autre terme qui apparaît ici, et ça c'est la covariante génétique. Pardon, c'est la covariance entre le composant génétique du trait d'intérêt et la composante non génétique de ce trait d'intérêt multipliée par le gradient de sélection. Et puis, vous avez une équation analogue pour la moyenne du composant non génétique qui change d'une génération à l'autre. Vous avez ici une réponse corrélée à la sélection. Donc, vous avez une association entre les composantes génétiques et non génétiques dans la sélection. Ici, ce dernier terme, c'est tout ce qui n'est pas la transmission mendélienne. Et cela va devenir de plus en plus important dans le contexte de l'héritabilité non génétique. Ici, on a typiquement 0, alors qu'ici, vous avez l'induction par l'environnement ou autres aspects de l'héritabilité non mendélienne. Cette dynamique est couplée à cause de cette covariance entre les deux, à cause du gradient de sélection, qui peut être fonction des deux, et parce que vous avez ce changement transgénérationnel, recombination, induction, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais voir avec vous des exemples spécifiques de cette manière que nous avons mis au point d'essayer de comprendre l'évolution en tenant compte de l'héritabilité non génétique. Donc, je vais vous donner un exemple sur l'adaptation et les épiallèles. C'est l'exemple le plus détaillé. C'est un exemple qui est lié à quelque chose dont vous a parlé Edith. Je vais vous parler de travaux très intéressants menés par Hodgson et ses collègues sur l'évolution du pelage des souris. Cette étude a été menée dans le sud-est des États-Unis. Vous voyez la Floride ici, et je vais simplifier l'histoire. Mais l'idée générale, c'est que l'ancêtre de ces souris ici vivait à l'intérieur des terres et ensuite a colonisé les terres sur la côte atlantique et sur la côte du golfe de Mexique ici. Et au fur et à mesure qu'ils se sont déplacés, ils ont eu un pelage de plus en plus clair. Donc les chercheurs ont étudié tout cela et ont essayé de comprendre les mécanismes génétiques derrière ces changements de couleur de pelage. Et vous voyez des variations, mais tous les individus qui vivaient sur la plage, ils étaient plus clairs. Sans doute parce que sur la plage, il est plus facile de se camoufler contre les prédateurs avec un pelage clair, alors que c'est l'inverse dès lors que l'on vit à l'intérieur des terres. Donc, ils ont identifié ce qui se passe et ils se sont rendus compte qu'il y avait 3 groupes de liaisons séparées, le M, le locus mélanocorine, qui on va appeler le locus M, le locus agouti et le locus KIT, dont vous avez entendu parler dans la présentation de Edith. Ce n'est pas tout à fait le même souris que celle dont vous a parlé Edith, mais ce sont les mêmes locus. Donc je vais me concentrer sur ces deux-là parce que ce sont les deux plus importants. Donc simplifions l'histoire. Si vous regardez le locus M, ils se sont rendus compte qu'il y a des différences dans la fréquence des deux allèles dans ces différentes populations. Donc, je vais parler d'allèle D et d'allèle L, D étant foncé, L étant clair. Voici les petits diagrammes qui vous montrent la fréquence de ces deux différentes allèles en moyenne. Quand vous avez une population à pelage clair, vous avez une plus grande fréquence de l'allèle clair, et quand vous avez une population plus foncée, vous avez une plus grande prépondérance de l'allèle foncé.
Ici, cette population est éteinte avec un pelage clair et pas d'allèle clair. Si vous regardez ces deux populations, ici et là, qui ont les mêmes fréquences de l'allèle blanche, mais encore une fois, vous voyez qu'il y a des différences au niveau de la couleur du pelage. Celle-ci est plus foncée que l'autre, alors qu'on n'a pas une différence significative de la fréquence de l'allèle foncé. Et l'OCI joue un rôle très important. Maintenant, parlons du locus agouti. Ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est qu'il n'y a pas de variation génétique au niveau du locus agouti. Toutes ces populations ont la même allèle agouti. Mais ce qui est différent, c'est le niveau d'expression de cet allèle. Et notamment, si vous regardez la population qui vit sur les plages, vous avez une forte expression de cet allèle, alors que dans les populations qui vivent dans les terres, elle est peu exprimée, pour différentes raisons. Et pour l'instant, nous ne savons pas pourquoi cela se produit, parce que l'allèle est exactement la même dans ces différentes populations. L'une des possibilités, c'est qu'il y ait un locus ailleurs dans le génome qui contrôle l'expression de ce locus agouti. Donc, nous allons revenir sur ces deux-là tout à l'heure. Ce sont des exemples de comment fonctionne l'héritabilité non génétique. Mais revenons ici. Donc, deux mots sur les interactions entre ces deux locus dans ce système particulier. Et ceci est vrai également dans d'autres systèmes impliquant agouti. Le locus agouti est un locus qui interagit avec le locus M. Et c'est un locus qui, lorsqu'il s'exprime, tend à supprimer l'autre. Donc, chez ces individus qui, avec peu d'expression agoutie, vous avez une forte expression du locus M. Alors qu'ici, vous avez un fort niveau d'expression du locus agouti, donc vous avez suppression du locus M. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que lorsque vous avez de faibles niveaux d'expression agouti, donc ce locus peut s'exprimer, peu importe qu'il s'agisse d'une allèle foncée ou claire, les souris seront toujours foncées. Vous voyez que vous avez des homozygotes foncés et clairs, et tout le monde est foncé quand vous avez expression ici. Lorsqu'agouti est fortement exprimé, cela supprime ces allèles, mais il y a une légère différence sur le traitement de l'allèle clair ou foncé. Cela les supprime, mais encore plus si vous avez l'allèle clair. Et vous voyez ici, ceux qui étaient homozygotes pour l'allèle clair sont les plus clairs. Et ceux qui ont l'allèle foncé restent un petit peu foncés. Donc on voit interaction entre ces deux locus. Donc, très rapidement, et Edith vous en a beaucoup parlé de tout cela, ce système agouti a été beaucoup étudié dans d'autres espèces de souris impliquant une autre allèle agouti. Et on a vu les schémas de méthylation au niveau de l'allèle agouti. On a vu que ce locus, je vais vous dire ce qui s'est passé en fait. Ici, vous avez la même histoire. Vous avez le locus agouti qui a le rôle de suppresseur par rapport au locus M. Et une des choses qui peut se produire, c'est que vous pouvez avoir des schémas de méthylation en amont qui vont supprimer l'expression d'agouti et donc libérer le locus M et donner un pelage foncé. Et ces schémas de méthylation peuvent être hérités au travers des générations. Ils peuvent être induits par des facteurs nutritionnels. Donc c'est là la question que je voulais poser. Que se passerait-il si, dans le contexte de cette étude, si une forte méthylation du locus agouti que se passerait-il si c'était le fait de vivre à la plage qui favorisait l'allèle clair et un faible niveau de méthylation, donnant naissance à des souris de couleur claire? Et voyons s'il est possible également que ces schémas de méthylation puissent être influencés par le régime alimentaire et peuvent être partiellement transmis d'une génération à l'autre. Donc,
ici, même diapo que celle que je vous montrais tout à l'heure, mais maintenant, ici, vous avez des souris foncées parce que vous avez cette méthylation qui empêche l'expression d'agouti dans ces populations, ce qui nous donne des pelages foncés. Et ici, vous n'avez pas de méthylation. Et c'est cet allèle clair ici et là qui est favorisé par la sélection naturelle. Mais elle n'est favorisée que lorsqu'elle est exprimée. Elle n'est exprimée que dans le cas non méthylé ici. Donc voyons la situation dans laquelle le type ancestral ici est une allèle foncée avec forte méthylation. C'est la souris foncière qui va coloniser la plage. Et voyons ce qui va se passer avec le temps. Donc ça, c'est l'hypothèse que l'allèle agouti est normalement méthylé et que donc toute allèle mutante de couleur claire n'est pas exprimée. Elle n'est exprimée que lorsqu'on élimine la méthylation. Et je vais supposer qu'il y a toujours un processus de reméthylation qui se déroule dans la production de descendance. Mais je sais aussi que la méthylation peut dépendre du régime alimentaire. Donc je vais utiliser mon cadre théorique que je vous ai montré tout à l'heure pour vous montrer ce qui se passe au niveau de l'évolution dans une telle situation. Donc voici le contexte. Et dans le contexte de cet exemple particulier, on a simplifié et vous avez cette interprétation. Le changement dans l'évolution, pour ce qui est de la fréquence de l'allèle clair dans ces populations nouvellement colonisantes, est due à la variance de cet allèle dans la population. Kappa ici est la capacité de l'allèle à être méthylée. Donc, il faut qu'elle soit non méthylée pour être exprimée. Ce n'est que là qu'elle est exposée à la sélection naturelle. Donc, tout ce changement au niveau de l'évolution est pondéré par la possibilité que ce locus ne soit pas méthylé. Et puis, vous avez une action sur le schéma de méthylation et vous avez des changements en fonction de la méthylation au niveau du locus agouti. Et vous avez une réponse corrélée en fonction du locus génétique. Et ici, vous avez les changements transgénérationnels ici. C'est un peu plus compliqué. Mais je voulais vous montrer quelques exemples de ce qui se produit lorsque vous explorez cela et que vous simulez. Vous pouvez prouver qu'il y a deux types de comportements que l'on voit se produire. Ce sont des comportements auxquels on ne s'attendait pas si vous n'aviez pas la composante non génétique dans votre équation. Donc imaginez un habitat dans lequel il y a un faible niveau de reméthylation à cause par exemple des sources alimentaires présentes. Et j'introduis une souris dans cet habitat de plage et je regarde ce qui va se passer pour la fréquence de l'allèle clair qui est favorisée par la sélection naturelle. Quand vous avez de hauts niveaux de reméthylation, la fréquence de cet allèle augmente et fixe l'allèle dans la population. C'est favorisé par la sélection naturelle, mais également quand c'est non méthylé. Si vous regardez ce qui se produit au niveau des phénotypes de ces individus au niveau de la population, on a commencé foncé, ça c'est l'allèle foncé, et c'est ce à quoi ressemblerait l'individu à allèle clair, mais on n'arrive pas jusqu'au bout, jusqu'à cette clarté maximum possible. On s'arrête à un niveau intermédiaire. Pourquoi? Parce que bien que cet allèle soit maintenant fixé dans la population, la méthylation et les niveaux de reméthylation sont très faibles. L'environnement est tel que la reméthylation ne se produit que très lentement et donc vous avez un équilibre de la sélection. La sélection continue à favoriser l'allèle clair et vous avez une reméthylation à toute génération et vous atteignez un équilibre. Et vous n'avez pas de variation génétique dans la population. Le composant génétique est fixé. Si vous comparez cela avec un habitat 2 dans lequel vous avez certaines substances dans l'alimentation qui favorisent un haut niveau de méthylation, vous avez un schéma tout à fait différent. Vous avez une allèle qui augmente en fréquence, favorisée par la sélection naturelle, mais ne se fixe pas dans ce cas. Et on finit par atteindre un équilibre neutre. Et si vous regardez ce qui se passe au niveau du phénotype, le phénotype ne s'éclaircit pas du tout et revient à la couleur foncée. Et la raison, c'est parce que dans la mesure où il y a plus de méthylation,
le niveau de méthylation est très élevé pour chaque génération et cet allèle est masqué par la méthylation avant qu'il ne puisse se fixer au niveau de la population. Donc vous avez en bout de course une population qui a des variations génétiques mais aucune variation phénotypique. Vous n'avez pas d'évolution vers le phénotype clair dans ce cas, tout simplement parce que vous avez une forte probabilité de méthylation, de reméthylation élevée. Donc ça, ce sont des hypothèses, des possibilités, des moyens de voir comment ces composants non génétiques peuvent affecter la dynamique d'évolution des différents traits. Et cela nous permet de dire pourquoi vous avez des situations où il n'y a pas beaucoup de différence entre la fréquence de l'allèle clair entre ces populations, alors que l'on constate des différences au niveau de la couleur de leur pelage. Et ce qu'il y a de bien avec ce type d'argument, c'est que cela permet de prévoir ce que l'on peut trouver en termes de variabilité dans une population. Dans un habitat où il y a peu de méthylation, vous allez voir fixation de l'allèle clair et donc vous n'aurez pas de variations génétiques dans la population, ou très peu, et vous n'auriez que des variations au niveau de l'épiallèle dans la population, à l'inverse des habitats dans lesquels vous avez une forte méthylation. Donc voici une exploration possible qui permet de voir comment les processus d'héritabilité non génétique peuvent aboutir à une différence dans la sélection par rapport à la sélection naturelle. Ensuite, le paradoxe du Lex, qui est très intéressant et qui a été étudié depuis quelques années, et cela a à voir avec la sélection sexuelle et le choix de partenaires d'accouplement. Dans de nombreuses espèces, on sait que le mâle ne fournit que le sperme aux femelles. Mais les femelles, pour autant, sont très difficiles. Elles choisissent le mâle, alors même que les mâles ne semblent pas faire autre chose que de leur fournir des gènes, parce qu'elles ne s'occupent pas des petits, par exemple. Donc, on se posait la question, pourquoi est-ce que ces femelles mettent tant d'efforts à choisir leur partenaire, et ce, en dépit du fait qu'elles n'obtiennent rien en échange, sauf peut-être des gènes. Et peut-être que les femelles sont en train de choisir des mâles qui sont génétiquement supérieurs. Elles évaluent les mâles et, ce faisant, elles se disent que ce que montre le mâle va refléter sa condition génétique. Nous avons essayé de modéliser cela au niveau mathématique et on s'est rendu compte que ça ne fonctionne pas dans des taux de mutation, pour des taux de mutation raisonnables, parce que il n'y a pas suffisamment de variations génétiques qui permettent aux femelles de construire leur choix. Donc, si vous regardez le modèle, et si vous regardez l'équation pour construire le modèle de tout cela au niveau de l'évolution, voici la fréquence de l'allèle féminine pour le choix. Le seul moyen que cette préférence se déploie dans la population, c'est si elle s'associe à cet équilibre avec un bon gène donné par le mâle à la descendance. Et tout cela n'est jamais assez important pour contrecarrer l'effet négatif que vous avez ici à de faibles niveaux. Donc voilà le paradoxe. Pourquoi est-ce que ces femelles font ce choix? Et voici un modèle qui permet d'illustrer le paradoxe. Voici un cycle de vie. Vous avez une population. On calcule la fréquence de différentes allèles dans la population. Ensuite, on a la sélection naturelle qui s'opère. On a maturation. Les femelles choisissent les mâles. On a accouplement. On a reproduction, recombinaison, mutation, et le processus recommence. Si tout était génétique, ce H deviendrait un composant génétique de la qualité des mâles, et la sélection agit indirectement et directement dessus, et puis vous avez des mutations là. Et voici l'équation qui représente la dynamique de la fréquence des préférences de la femelle. Maintenant, à quel moment est-ce qu'on a l'évolution et où l'allèle envahit toute la population? Et je voulais vous montrer à deux extrêmes, une extrême faible mutation et une extrême haute mutation. Si nous avons un fort taux de mutation, et ça c'est la condition qui doit être satisfaite pour que l'allèle coûteuse puisse être fixée, il faut qu'il y ait un taux de mutation très élevé.
Et voici la condition qui doit être satisfaite quand on a une très faible mutation. Vous avez un résultat inférieur à 1 parce que c'est très coûteux, donc ça ne peut jamais être satisfait non plus. Et c'est là le paradoxe dans ce contexte. Et je vous montre une illustration graphique ici. Vous avez la probabilité de mutation de 0 à 1. Et voici ici le bénéfice relatif de la bonne allèle mâle. Si les femelles choisissaient les mâles ayant la bonne allèle, voilà comment ce serait meilleur par rapport aux autres allèles. Et vous voyez que les mutations sont très rares. Quand les mutations sont très rares, vous n'avez pas l'évolution de la préférence, tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de variations génétiques pour permettre la préférence. Quand la mutation est très courante, encore une fois, vous ne pouvez pas l'obtenir. Pourquoi? Parce que maintenant, cela empêche l'association entre la bonne allèle que vous essayez d'avoir ou que les mâles vont transmettre à votre descendance et l'allèle coûteuse de la femelle. Donc, ici, quelques trajectoires pour vous montrer. Ici, vous pouvez avoir la préférence évolutionnelle et c'est là que l'on s'attend à avoir des mutations et cela est l'illustration du paradoxe du Lex. Ce qu'a fait Russell sur la base d'expériences qu'il avait menées avec des espèces de mouches, c'est qu'il a construit un modèle pour les traits non génétiques mâles hérités. Et il a mené une expérience et s'est rendu compte que quand il élevait les mâles sur différents régimes alimentaires, bien qu'ils ne fournissent rien d'autre que des gènes, la descendance avait certaines qualités. Donc, ils obtenaient quelque chose. Donc, en fait, il y avait influence de l'environnement du père. On ne savait pas exactement ce que c'était, mais on peut construire un modèle qui intègre cet effet pour explorer les conséquences en termes d'évolution de ces différents choix. Donc, encore une fois, vous avez cette allèle de préférence coûteuse de la femelle et puis vous avez une caractéristique, un trait que les mâles peuvent transmettre à leur descendance, mais ce trait est totalement déterminé de manière non génétique. Il peut muter d'un état à un autre. On peut imaginer qu'il y ait deux états, mais il peut également être induit par l'environnement. Donc, la descendance... Je vais vous montrer le cycle de vie, similaire à ce qu'il était tout à l'heure, mais maintenant à cette étape, la descendance se développe et se retrouve dans deux environnements possibles, un bon environnement et un mauvais environnement. Et ces environnements vont avoir un effet d'induction sur le trait et peuvent faire en sorte que ce trait soit positif ou soit négatif. Donc vous avez une composante d'induction environnementale sur le trait et vous avez recombinaison et mutation aléatoire et on recommence le cycle de vie comme nous l'avons vu dans le premier exemple. Donc, vous finissez avec un modèle qui, au niveau de la structure, est qualitativement identique à ce qu'il était auparavant, sauf que maintenant, au lieu d'avoir simplement une mutation qui va pouvoir influencer ce qui se passe au niveau des spécificités, des caractéristiques mâles, vous avez également l'influence de l'environnement. Et encore une fois, où est-ce que cette allèle de préférence femelle coûteuse va pouvoir se fixer dans la population? Eh bien, encore une fois, ça ne fonctionne pas comme tout à l'heure, parce que lorsque le taux de mutation est véritablement élevé, vous allez brouiller toute association entre l'allèle et les bonnes caractéristiques masculines et vous n'avez pas de fixation de l'allèle de préférence féminine. Mais quand vous avez une faible mutation, vous avez un paramètre qui permet de distinguer cette préférence de la femelle à condition qu'on ne soit pas trop à l'extrême. Et même courbe que tout à l'heure, ici vous aviez le modèle génétique qui illustrait le paradoxe du lait. Maintenant, vous voyez ici tout cet espace de paramètres qui permettent l'évolution de l'allèle de la préférence femelle coûteuse. Et la raison en est très simple, c'est que dans ce modèle, la seule chose qui maintienne les variations chez le mâle, c'est la mutation. Quand le taux de mutation est faible, quand il n'y a pas suffisamment c'est qu'il n'y a pas suffisamment de variations pour que l'allèle de femelle puisse se disséminer. Et c'est parce que la sélection naturelle élimine toujours les mauvais gènes. Ici, vous avez des mutations, mais vous avez également une induction par l'environnement. Et la sélection naturelle peut éliminer les variations induites par l'environnement parce que l'environnement est variable. Et cette variabilité est
se retrouve dans les spécificités du mâle. Donc, vous avez toujours cette variation sur laquelle on peut agir et donc, il y aura toujours la possibilité que l'allèle de préférence femelle va toujours s'associer à un bon état du mâle et donc va se disséminer dans la population. Encore une fois, un exemple, une expérience de réflexion. Si nous permettons si nous prenons ces schémas d'évolution, nous arrivons à des résultats auxquels nous ne nous attendrions pas en respectant simplement les lois de Mendel. Maintenant, troisième exemple, c'est ce que j'appelle l'exemple peak shift qui parle de coévolution entre gènes et culture. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup les théoriciens. En fait, on voit comment on passe d'un pic à un autre. Dans cette illustration, nous imaginons le monde génétique. On va arrêter de parler du non génétique. Vous avez des locus, vous avez des individus homozygotes, hétérozygotes, et vous avez ici le génotype au niveau de l'autre locus. Donc ici, vous avez un double homozygote, et ici, vous avez l'autre double homozygote. Et nous supposons que ce sont des pics de haute aptitude. Ils sont tous les deux hauts et plus hauts que ces deux-là. Et l'idée, c'est que si je passe d'une allèle à une autre, au niveau d'un seul locus, je vais réduire au niveau de l'aptitude. Même chose si je change ici. Donc, je dois changer les deux simultanément pour passer d'un pic à un autre. Et la question est comment est-ce que cela peut se produire? Au niveau de l'évolution, comment est-ce que je peux passer de ce pic qui est inférieur à celui-là qui est plus adapté sans avoir à passer par les vallées? Il faut que j'ai ces deux allèles mutantes qui soient associées l'une à l'autre pour passer au pic suivant. Donc, on va considérer un exemple très spécifique de tout cela, un exemple qui vient de la littérature et qui implique, vous avez sûrement entendu parler de l'histoire, ça implique l'évolution de la lactase. La lactase est une enzyme qui nous permet d'utiliser des produits laitiers dans notre régime alimentaire, puisque cela permet la digestion du lactose. En général, l'expression de la lactase stoppe après le sevrage. Et vous avez une allèle de persistance de la lactase qui est apparue et qui s'est répandue au cours des 10 000 dernières années, en même temps que l'on a vu se développer la domestication des animaux. Et on ne retrouve pas cette allèle avec la même fréquence partout dans le monde. Et en fait, il y a 7 allèles, mais on les retrouve à des fréquences différentes dans les différents pays du monde. Et cette carte vous donne une illustration de leur présence. En clair, vous avez une forte fréquence de cette allèle qui permet aux personnes d'utiliser du lait dans leur régime alimentaire, même à l'âge adulte. Nous pouvons étudier cela dans ce type de scénario également. Vous avez une composante génétique et une composante non génétique ici. Vous avez les deux allèles, vous avez l'état ancestral où nous ne pouvions pas utiliser les produits laitiers dans notre alimentation une fois passé à l'âge adulte. Et puis, vous avez la lactase qui se développe. Et voyons ici en deux étapes, une étape avec utilisation de produits laitiers et l'autre sans utilisation de produits laitiers. Et voyons ici ce scénario de peak shift. L'argument est le suivant. Voici l'état ancestral, pas de vache, pas de persistance de la lactase. Si je passe à l'allèle de persistance de la lactase, cela vient à un coût d'aptitude. Autrement, nous aurions vu que cet allèle se serait disséminé avant qu'on commence à domestiquer les animaux. De la même manière, si je passe à l'élevage et que je n'ai pas l'allèle, c'est un coût parce que je vais essayer d'utiliser ces produits dans mon alimentation et je ne sais pas comment les traiter. Donc, ce n'est que quand je peux avoir les deux simultanément que je vais terminer sur ce pic le plus élevé. Et je vais utiliser les produits, j'ai l'allèle dans mon système. Comment passer de ce pic à celui-là, c'est toute la question. Et encore une fois, nous pouvons dresser un cadre dans lequel nous avons cet allèle qui est notre composante génétique et vous avez l'aspect culturel qui sont des composantes non génétiques. Et la question est la suivante. Plus ce pic est élevé ici, plus il est facile d'aller d'ici à ici.
Et ce que je vais faire, c'est que je vais poser la question de la force de la sélection qui va me permettre de passer à ce pic où j'utilise des produits laitiers dans mon alimentation et où j'ai cet allèle de persistance de la lactase. Donc j'ai l'allèle d'intérêt ici et j'ai ici le complément culturel de l'héritabilité. H ici, c'est la fréquence d'utilisation de produits laitiers et l'élevage. Et il y a deux paramètres que je voulais vous illustrer. Le premier, ce sera la fidélité de l'héritabilité culturelle. Quand un descendant est produit, il hérite de ses parents et des pratiques culturelles de ses parents. Donc, il fait ce que fait ses parents. Quand ses parents élèvent des vaches, il élève des vaches. C'est une simplification. Et ici, deux choses peuvent se parler. Il peut soit apprendre quel est le bon contexte culturel pour son génotypique, ou il peut imiter ce que fait la population en général. Donc, il va adopter les pratiques culturelles et c'est sans doute quelque chose de très courant dans la population. Ensuite, vous rédigez l'équation pour l'évolution dynamique de l'élevage et de l'allèle de persistance à la lactase. Et vous voyez la corrélation entre ces deux parce que, bien entendu, vous attendez à ce qu'elles soient corrélées. Et vous vous demandez quelle est la fréquence nécessaire pour pouvoir passer de cet état ici où vous avez élevage et présence de l'allèle de persistance de la lactase présente dans la population. Donc, la première chose qu'il faut remarquer, c'est que, mis à part pour ce point ici, quand vous augmentez la probabilité pour les descendants d'identifier la bonne culture pour leur génotype, vous faites qu'il est plus facile d'aller vers le pic supérieur. Et ça, d'un point de vue intuitif, c'est assez évident. Si vos enfants sont capables de voir quelle est la meilleure culture, ils vont se dire, eh bien, je vais élever si j'ai l'allèle, je ne vais pas élever de vache si je n'ai pas l'allèle. Donc, ça, c'est très intuitif, très facile à comprendre. Ce qui est intéressant de noter, c'est que vous avez un schéma de non-monotonicité pour ce qui est de la fidélité à l'héritage culturel. Si les descendants ne sont pas capables d'identifier la bonne culture pour leur type de génotype, alors avoir une héritabilité culturelle élevée si les enfants reproduisent ce que font leurs parents, c'est mieux. Mais si les petits sont capables de découvrir correctement l'état culturel approprié, à ce moment-là, il est meilleur d'avoir un faible niveau de fidélité à l'héritage culturel. Parce que que se passe-t-il si vous imitez ce que font vos parents et s'il s'avère que ce n'est pas la bonne chose à faire? Donc, on peut voir les schémas d'évolution et on peut passer d'un pic à l'autre ici d'une façon beaucoup plus facile que si on avait simplement des schémas d'évolution génétique. Dernier exemple que je voulais envisager, et comme je vous le disais, au début, on voyait bien que si tout cela était déterminé génétiquement, on n'aurait pas besoin d'étudier tout cela. Or, je voudrais vous montrer que nous ne pouvons pas ignorer la composante non génétique. Je vais prendre une hypothèse et imaginer une population ancestrale que je vais appeler morph A qui colonise un nouvel environnement qui favorise un nouveau phénotype. Morph A est totalement déterminé. Le phénotype de cet individu est déterminé par le schéma de méthylation au niveau de ce locus. Donc le morph noir est dû au fait que vous avez un schéma de méthylation noir à ce locus. Mais ce schéma de méthylation est encodé par un gène présent sur un autre locus au niveau du génome. Vous pouvez avoir des niveaux arbitraires de recombinaison entre les deux. Et l'idée est donc la colonisation de ce nouvel habitat où B est favorisé. Et B est caractérisé par une méthylation différenciée au niveau du locus. Donc tout est lié à des différences de méthylation, mais ces différences de méthylation sont codées par un gène quelque part ailleurs sur le chromosome. Donc voici le scénario que je voulais étudier.
ces différences sont codées par des différences au niveau de l'ADN, au niveau d'un simple locus Y. Donc vous avez des patterns de méthylation qui sont potentiellement hérités, mais vous avez également un rôle de l'environnement qui joue sur ces schémas de méthylation. Donc c'est véritablement la méthylation qui entraîne ces différences au niveau du phénotype. Et la raison pour laquelle nous devons tenir compte de l'héritabilité non génétique, c'est que peut-être qu'il n'y a pas de dissociation parfaite entre les gènes que vous portez ici et le schéma de méthylation ici. Et ici, vous avez l'hypothèse du modèle. Pendant la reproduction, le schéma de méthylation qui est établi se produit de deux manières différentes. Première hypothèse, les parents transmettent le schéma de méthylation qui est en eux, et ce schéma de méthylation est redéfini pour toutes les allèles à ce locus. Donc cela introduit un découplage potentiel au niveau des patterns de méthylation et de l'allèle. Donc morphe A colonise un nouvel habitat et devient morphe B. Encore une fois, on peut utiliser ce cadre général pour comprendre ce qui se passe au niveau de l'évolution. Le seul changement intéressant, la seule manière pour que cet allèle ici change, c'est par un covariant. L'allèle n'est pas sélectionné, sa méthylation n'est pas sélectionnée. Donc le seul moyen pour elle de changer, c'est d'avoir une covariante par rapport au schéma de méthylation. Ici, pour vous montrer une expérience que nous avons menée, voici morphe A avec la méthylation noire et l'allèle noir et qui va évoluer ici pour devenir une méthylation bleue avec l'allèle bleu. Voici deux résultats différents. Dans l'un, vous avez une remise à zéro assez importante. Donc, le pattern de méthylation est remis à zéro. Et ici, vous avez cette probabilité de faible remise à zéro. Donc, quand c'est sombre, vous avez une forte probabilité. Quand c'est clair, vous avez une faible probabilité. Et ici, vous avez la vision génétique de la population. Vous avez une forte probabilité. Donc, la méthylation n'est pas héritée, elle est codée par les gènes. Et ce problème se réduit à une dimension le long de la diagonale ici. On évolue du noir vers le bleu. C'est une vision génétique assez traditionnelle de la population et de comment les choses peuvent se produire. Vous avez un couplage entre les gènes et le schéma de méthylation. Une fois que vous avez relâché cela et que vous avez fait diminuer ça, c'est la méthylation qui fait l'objet de la sélection. Et donc, cela augmente très rapidement et on a très peu de changements au niveau de la fréquence de l'allèle, tout simplement parce qu'il y a découplage. Et puis, on atteint un niveau d'équilibre où on a moins de changements de l'évolution au niveau de l'allèle. Et petit à petit, on voit le pelage devenir de plus en plus sombre au cours du temps. Donc, vous avez une divergence d'évolution importante qui est due au schéma de méthylation. Puis, vous avez ce processus très lent où vous avez les changements qui s'opèrent au niveau de la fréquence de l'allèle. Ce qui est intéressant quand on regarde ce qui se produit, si vous ne voyez que cela, et vous vous dites, bon, c'est la génétique qui était importante ici, j'ai un type bleu qui est codé par ces gènes bleus. Mais ce qui se passe au niveau de l'évolution, c'est que la composante non génétique était beaucoup plus importante et l'évolution et tout ce qui est génétique est intervenu après, mais à un niveau plus bas. Vous avez ici les divergences qui sont affectées plus par la composante non génétique que par la composante génétique. Donc, je voulais simplement terminer avec cette slide de conclusion pour vous dire que derrière tout ce que nous avons fait, Russell et moi, c'est que nous essayons de construire un cadre qui nous permette d'évaluer les conséquences de l'héritabilité non génétique dans l'évolution. Et là, on comprend la culture, l'ARN, tout ce qui est autre que l'héritabilité basée sur la séquence de l'ADN. Et nous avons utilisé cette équation pour montrer qu'en incorporant tout cela, on obtient des résultats d'évolution qui sont très différents de ceux que l'on s'attend à obtenir dès lors que l'on ne tient compte que de la composante génétique de l'évolution.
Et bien entendu, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Je vous remercie.